travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de Patati et Patata. Bonjour Thibaut. Bonjour Jérémy. On est content de vous retrouver Thibaut. Également en pleine forme Jérémy. On est très heureux de revenir pour Patati et Patata après avoir été victime de son succès. L'émission, vous le savez, qui va chercher l'information RH là où elle se trouve auprès des experts qui vivent les ressources humaines au quotidien. On entend et on lit de la part d'un grand nombre de personnes des conseils, des best practices, des tendances et Patati et Patata. On a un invité un peu particulier pour cette deuxième saison, David Xavier Weiss, premier adjoint à la mairie de Levallois. Et conseiller départemental des Hauts-de-Seine. Tout à fait. Bonjour David. Bonjour, merci à vous. Alors là, ce qui nous intéresse, David Xavier, c'est d'avoir une vision finalement politique de la marque employeur. Comment ça se passe en mairie, une marque employeur? Est-ce que vous êtes aussi attractif? Est-ce que Levallois finalement est aussi attractif qu'un Montreuil? Levallois est peut-être même plus attractif que Montreuil. Et j'ai beaucoup d'amitié et de respect pour Patrice Bessac, le maire de Montreuil. Mais c'est vrai que Levallois est une marque qui fait aujourd'hui à nouveau rêver, pour deux raisons. Elle fait rêver les salariés qui veulent venir en mairie, travailler en mairie, mais aussi elle fait rêver les employeurs qui veulent s'installer à Levallois, et y compris leurs salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Levallois, quand vous implantez votre entreprise, vous avez des services qui accompagnent cette implantation et un accompagnement de la mairie. Et pour les salariés, il y a une vraie qualité, RH toute particulière. C'est vrai on fait partie des villes où l'équilibre homme-femme a été depuis très longtemps pris en compte, et c'est d'ailleurs une des rares villes où les postes à haute responsabilité sont assurés par des femmes, en majorité par des femmes. D'ailleurs, notre directrice générale des services est une femme, le maire de Levallois est une femme, et donc cette impulsion, là aussi, ça donne aussi une nouvelle image de ce que peut être la gestion des ressources humaines dans une collectivité locale, d'une taille plutôt importante, puisqu'on est à 65 000 emplois. Et donc on peut parler de branding d'une mairie ou pas? Bien sûr, puisqu'on a même on a logoté quand on est arrivé il y a un an aux responsabilités, on a refait un logo de ville, y compris pour rendre attractif auprès par exemple, de partenaires qui peuvent sponsoriser nos événements culturels et sportifs. On va lancer un fonds de dotation qui permet d'accompagner des projets culturels, sportifs et sociaux, et ces fonds de dotation. C'est aussi la marque Levallois qu'on vend à L'Oréal, par exemple. Donc, L'Oréal nous accompagne sur une course qui a lieu la semaine dernière. Salut Jean-Claude Legrand, qu'on a eu dans la première saison. Tout à fait, et qui est avec nous un acteur important, parce que c'est le premier employeur de la ville, après la ville qui est à 1600 agents. Levallois est le premier employeur de la ville privée, et c'est vrai que L'Oréal est un acteur important avec nous au quotidien. Mais c'est pas le seul. On a à Levallois 65 000 emplois pour 65 000 habitants. D'accord. C'est le ratio le plus élevé, c'est ça à peu près? C'est un des ratios les plus élevés effectivement de France. Alors on est une des villes les plus denses d'Europe, mais cette densité, c'est aussi une richesse pour tout le tissu économique. À 18h, hors période Covid, il y a plus de 100 000 personnes sur 2 km², plus que d'habitants que dans le Gers. C'est énorme. J'ai beaucoup de respect pour les Gers, mais c'est pour donner des chiffres sur 2 km². C'est combien d'embauches par an en mairie? Embauche, alors il y a la difficulté qui est celle des contraintes des contrats de l'administration. Ce sont essentiellement des fonctionnaires, donc on peut pas faire une inflation de la masse salariale. On est assez scrupuleux sur ça, et donc il n'y a pas une flambée des recrutements. Vous avez peut-être des jobs plus pénuriques que d'autres. On sait que par exemple dans les entreprises privées aujourd'hui, ce sont les développeurs qui sont massivement recrutés, les commerciaux, etc. Vous, quels sont vos postes pénuriques? On a sur les services techniques, on a c'est des services qui sont effectivement où il y a une forte pénibilité, et puis sur la partie petite enfance. Petite enfance. Donc là, ça galère. C'est pas que ça galère, c'est qu'il y a parfois de renouvellement et de rotation, parce que c'est des jobs qui sont effectivement
fatigant. D'ailleurs, Peu payé. on l'a inclus dans la pénibilité. On a eu des échanges, et nous, on a un adjoint qui est Philippe Launay, qui est en charge justement de ce dialogue social au sein de la mairie et avec les syndicats des collaborateurs de la mairie. Et c'est vrai que cette pénibilité a été effectivement prise en compte, y compris dans leur progression et dans leur indemnité. Et puis, on a deux types de recrutement, c'est-à-dire qu'en mairie, c'est très cadré, on a donc tout le personnel qui est fonctionnaire. Et puis on a quelques... J'avais posé la question justement, est-ce que tous les collaborateurs du mairie sont fonctionnaires? Forcément. Bien sûr, essentiellement. Mais on a à la marge quelques contractuels qui concourent à l'action municipale, des contractuels de tout ordre. Ça peut être effectivement pour des besoins de service dans la petite enfance, quand il y a effectivement un manque, pendant les vacances scolaires. Et puis, il y a aussi des contractuels au cabinet du maire, par exemple. Très peu, hein, c'est 3-4 personnes, mais c'est des postes très politiques. Et puis, dans les associations ou dans les structures paramunicipales, soit des associations paramunicipales ou des structures que la ville subventionne, où là aussi on peut avoir recours à des contractuels, bien que ce soit des contrats de droit privé. Effectivement, quand on est adjoint sur une structure paramunicipale et qu'on siège au conseil d'administration, forcément on voit passer ces embauches. Et donc il y a effectivement un vivier d'emplois très divers, que ce soit des emplois fonctionnaires ou non fonctionnaires. On a une gamme d'emplois assez large, 1600 agents concourent chaque jour au bien-être des locaux. Donc c'est une grosse marque, c'est une grosse société. C'est une grosse marque. Donc, employeur, ouais. Et alors, on se posait la question avec Jérémy, justement, parce qu'on est dans le privé, dans le recrutement privé, et c'est vrai que là, on parle public. On a véritablement deux questions. La première, c'est comment sont régis les salaires? Est-ce qu'il y a une grille? Est-ce que c'est comme en entreprise? Et la seconde question, c'est comment on communique sur les jobs à pourvoir dans une mairie? Alors, il y a une grille, effectivement, quand on est fonctionnaire, il y a une grille, et c'est vrai que parfois ça peut être frustrant. Certains critiquent le fait que ça freine l'innovation de certains ou l'investissement parce que votre de certains. RH finalement n'a pas vraiment la possibilité d'augmenter. S'il non, voit un on ne profil peut pas, qui mériterait peut-être plus, il ne peut pas en mais fait dépasser les normes. Mais ça évite aussi d'avoir parfois certains effets qu'on peut avoir ou dans le privé ou dans d'autres structures plus politiques de rémunération, parce que voilà, on apprécie une personne et au-delà de l'apprécier, elle s'investit peut-être, on la rémunère plus, et parfois il y a une relation non pas malsaine qui s'établit, mais qui peut être perçue comme de connivence. Et c'est vrai que c'est de l'argent public. C'est de l'argent public. Oui. Donc d'avoir une grille, d'avoir un avancement qui est non pas figé, mais qui est quasiment certain, c'est aussi une forme d'assurance pour l'agent de la ville, de se dire voilà, je sais si j'emprunte par exemple X milliers d'euros pour acheter mon appartement, je sais quelle sera mon évolution quasiment à coup sûr s'il n'y a pas d'accro dans son parcours. Bien sûr. Et parfois, s'il fait des concours, s'il passe des concours, il peut progresser en fonction des 3 échelons, A, B et C. Et du coup, il ne peut avoir qu'une bonne surprise dans sa carrière. On peut que progresser et aller parfois avoir un coup de booster. La méritocratie, c'est un mot qui existe dans des sociétés privées. Dans le public, on dit que ça n'existe pas forcément parce que justement c'est grille. Mais est-ce que la méritocratie, c'est pas aussi changer de poste, évoluer et pas forcément parler que de salaire? Eh ben, la méritocratie, effectivement, c'est aussi important. Alors, il y a effectivement à la marge, on peut avoir des primes d'investissement, et c'est vrai que ça a été le cas notamment pendant la période Covid, où il y a eu des primes qui ont été données à des agents. Mais il y a aussi le fait que quand vous êtes agent de la ville, et c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon adjoint en charge de la RH et une bonne DGS, comme c'est le cas à Levallois, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte les attentes de tous les agents. Et quand il y a des profils qui se détachent, qui sortent un peu de l'ordinaire, on peut les accompagner dans des formations. Et ces formations, soit ça leur permet de passer des concours et donc de progresser encore un peu plus vite. Et ça a été le cas de notre ancienne directrice générale des services, qui est rentrée au premier échelon, catégorie C. C'est quoi, on lui ouvre les chakras en disant, tu sais, tu pourrais faire ça, il y aurait telle formation qui te permettrait d'y accéder? Exactement. Et au bout de 40 ans de carrière, elle est partie il y a 1 an, elle est arrivée au plus haut échelon de la ville, directrice générale des services. C'était Patricia Robin, qui a beaucoup œuvré pendant ces 40 dernières années, mais elle est passée du dernier échelon au premier échelon,
Et ça, c'est un exemple de méritocratie. Encore une femme, d'ailleurs. Donc l'évolution est possible. Donc l'évolution est possible. Et les coups de booster sont possibles quand on a une vraie fonction RH. Et la ville attire effectivement beaucoup de profils, essentiellement de l'Ouest parisien, parce qu'effectivement, quand on a besoin de travailler dans une collectivité, on fait très peu de télétravail. On l'a un peu fait quand il y a eu la période Covid, mais c'est beaucoup, quand on est en collectivité locale, c'est beaucoup des fonctions d'échange, de contact direct, la petite enfance, l'enfance. Quand vous allez en mairie, vous avez besoin d'un renseignement à l'état civil, vous ne pouvez pas le faire de façon dématérialisée. Il y a une partie qui est prise en charge de façon dématérialisée, mais on attend une collectivité locale, un accueil. Il y a des fonctions, il y a des fonctions un peu plus politiques, comme la communication, qui peuvent être en période Covid en télétravail, mais voilà, c'est très limité. Comment on postule aujourd'hui pour un candidat, même dans la petite enfance? Est-ce que vous avez regroupé l'ensemble des offres à un endroit? On regroupe l'ensemble des offres et on les publie sur le site de la ville. D'accord. Et effectivement, en fonction des intitulés, les gens postulent et sont reçus à différents échelons. D'une part par la partie administrative et puis aussi par la partie politique avec qui vous allez travailler. Si vous postulez par exemple pour être en charge des finances publiques, vous allez forcément être reçu par... Oui, t'as bien cerné, Jérémy. La partie administration, ça vous intéresse? Évidemment. Et ensuite vous allez être reçu par les 2-3 adjoints qui vont être en lien avec vous, la partie RH, la partie finances publiques, parce que la masse salariale est une des composantes les plus importantes de notre fonctionnement et de notre budget. Et puis souvent, quand c'est des très hauts postes, le lien avec le maire est indispensable, le lien de confiance avec le maire est indispensable, et c'est vrai qu'il y a toujours, il peut y avoir un entretien effectivement avec le maire. Est-ce que la régie... Bonjour la régie. Est-ce que la mairie, en fait, elle est soumise et régie justement à une obligation de ne pas communiquer ou de pouvoir communiquer sur ses postes? Est-ce qu'on peut faire la pub d'une mairie, la pub d'un poste? La mairie le fait de façon transparente pour justement éviter d'avoir ce côté un peu opaque. Parce qu'on a ça dans la santé, on ne peut pas communiquer. C'est un côté d'avoir, surtout à Levallois, aujourd'hui on est... fer de lance de la transparence, on ne veut pas avoir le côté c'est opaque, c'est l'ami d'un tel qui a postulé, qui a eu le job. Non. Donc vous vous empressez de diffuser. On diffuse, exactement, on diffuse, et le recrutement se fait, et le recrutement est aussi collégial, c'est pour ça que c'est aussi important. Donc vous avez une stratégie de marketing RH aujourd'hui? Exactement. Vous diffusez votre offre en fonction de l'offre sur tel ou tel job board ou tel média? Exactement, LinkedIn essentiellement. Ouais, sur certains postes. Comme d'ailleurs le fait le conseil départemental des Hauts-de-Seine sur les différents postes qu'il peut être amené à pourvoir, que ce soit des postes en cabinet ou que des postes, vous savez, sur les 2600 agents directement du département et 10 000 qui travaillent dans les collèges, il y a une vraie masse salariale. Et pareil, cette communication se fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux et en toute transparence. J'ai une question sous les yeux, pardon Jérémy. Mais allez-y, je vous en prie, monsieur. Je vous vois, c'est formidable la télévision. Non, j'avais une question justement sur la transparence et sur les affaires liées à l'ancien maire de Levallois. Est-ce qu'on peut appeler ça aussi, comme dans une société privée, un bad buzz qui contrarierait les plans de recrutement de la mairie, de la ville? Est-ce que ça joue? Ça a indéniablement joué, effectivement, l'image d'un élu. Même s'il a beaucoup contribué au développement de la ville de Levallois dans les années 80 et sur la forme urbanistique de la ville, effectivement les affaires ont pesé sur l'image de la ville pendant qu'il était là. Et notamment le lien avec les partenaires, avec les sponsors éventuels, qui n'étaient pas au rendez-vous quand il était encore en poste et qui sont venus vers nous. Je pense y compris l'implantation d'entreprises. Je pense à Publicis qui s'est réimplanté à Levallois dès lors que Patrick Balkany a quitté la ville et les affaires. Ils attendaient. Ils attendaient. Publicis avait et la raison invoquée, c'était compliqué en fait. Ils ne voulaient pas associer leur image à celle non pas de la ville. Donc la réponse est mais voilà, parce que souvent on fait un trait d'égalité entre la ville et le maire qui la dirige. Donc depuis que vous êtes aux affaires, vous avez repris en fait finalement, votre attractivité est plus forte vis-à-vis des entreprises. Exactement. Et ça c'est important pour deux raisons. C'est important pour effectivement cette vie locale, pour les Levalloisiens qui veulent avoir un emploi, et c'est vrai que près de la moitié des Levalloisiens qui travaillent Levallois travaillent Levallois et vivent à Levallois, donc c'est important pour eux d'avoir des entreprises qui recrutent et qui soient fortes sur le territoire. C'est important pour nos commerçants, pour nos restaurateurs, parce que quand vous avez une forte attractivité, que vous avez
autant d'habitants que d'emplois, vous avez de la consommation à 18 heures. C'est important pour nos équipements culturels et sportifs, parce que quand vous avez beaucoup de salariés, et on fait d'ailleurs des offres, la ville propose aux entreprises implantées à Levallois des offres pour les abonnements au sport du Levallois Sporting Club, y compris des offres culturelles. On a un accompagnement, une stratégie aussi à ce niveau-là pour fidélisation, aussi, et pour que cette consommation aille jusqu'au bout sur notre territoire. Ouais, d'accord, c'est très clair. Alors, si on passe sur une rubrique peut-être un peu plus... Moi, j'ai une question sur la partie qu'on appelle aujourd'hui le Future of Work. C'est-à-dire que comment vous êtes touché par le Future of Work? Est-ce que vous réfléchissez de manière stratégique en interne pour le télétravail, par exemple? Est-ce qu'il y a eu des accords dernièrement ou est-ce que vous avez fait revenir tout le monde? Alors, on a été contraint, moi je trouve que c'est une contrainte parce que c'est pas évident, je suis peut-être encore déjà de l'ancienne école, même si j'ai que 42 ans, j'aime bien être là, le contact effectivement physique, mais pendant la période Covid, beaucoup de nos agents ont été en télétravail, et on a une stratégie effectivement de déployer pour tous les collaborateurs en mairie, avoir un plan d'investissement sur les ordinateurs portables pour qu'ils puissent, si demain on a une autre... épidémie, pandémie, dans les années à venir, qu'on soit tous prêts, opérationnels. Tous les postes quasiment tous, et on est en train de dématérialiser un maximum toutes nos opérations pour pouvoir, si demain, il y a une énorme catastrophe, et je ne le souhaite pas, qu'on puisse être prêt à travailler de chez soi. Donc il y a une digitalisation des process qui s'est opérée depuis le Covid. Qui s'est accélérée. Ça s'est constaté. Qui s'est accélérée. D'accord. Ça veut dire quoi? Dans les outils utilisés? Dans les outils utilisés, dans la stratégie aussi, dans les moyens qu'on y a mis. Et dans les formations également. Vous remarquez qu'aujourd'hui les candidats, on entend ici ou là que certains candidats indiqueraient sur leur CV télétravail 100%, comme si c'était pour eux en fait une obligation. Est-ce que vous avez déjà remarqué ce critère Moi en mairie, parce qu'effectivement je pense que ceux qui candidatent dans une collectivité locale imaginent qu'il y a quand même un minimum de contact avec les administrés. C'est quand même une vraie valeur ajoutée. En revanche, c'est vrai que dans les entreprises implantées à Levallois, et on échange beaucoup avec des chefs d'entreprise, c'est une demande de plus en plus forte, pas 100%, parce que là, ça me paraît un peu excessif, mais c'est vrai que là, ça devient une demande récurrente. Ça a d'autres conséquences. Ça a des conséquences sur les mètres carrés de bureau. Alors nous, on n'a pas de problème. À Levallois, on a quasiment 100% de taux d'occupation, parce qu'on a un petit territoire, malgré tout, même s'il est très dense. On a un petit territoire et et tant mieux, grâce à Dieu, on a 100% d'occupation de nos surfaces de bureaux. En revanche, ce n'est pas forcément le cas sur d'autres villes du 92 où la question peut se poser. Parce qu'effectivement, quand on va rentrer dans une phase de télétravail, et qui dit télétravail, y compris dans la relation avec les partenaires sociaux, et ça je parle plus pour la partie privée, on sait très bien que la contrepartie, ce sera le flex office, à terme, à plus ou moins long terme. Donc qui dit flex office dit 17% de surface de bureau en moins, utile. Mais du coup, les villes qui ont beaucoup misé sur les bureaux, et c'est le cas dans le 92, c'est le cas aussi dans le nord de la Seine-Saint-Denis, il va falloir anticiper ces mutations, même si ça a un moyen terme. Donc ces changements vont redessiner la géographie des villes? Elles vont redessiner en tout cas l'usage des villes et l'usage des locaux. Vous le constatez déjà? Je le constate quand je me déplace un petit peu sur le 92. Effectivement, il y a des villes, je ne vais pas les citer, mais on voit de plus en plus de locaux vides. Et donc vous anticipez déjà? Vous vous dites qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre à la place de ces bureaux, ou remplir ces bureaux, ou rendre un autre usage? On essaye d'anticiper. Déjà, on essaye d'inciter tous ceux qui ont des bureaux qui ne sont pas aux normes, de les mettre aux normes, déjà. D'en profiter, quoi. D'en profiter, parce qu'effectivement, vous les louez. Il n'y a rien à faire, allez-y les gars. Voilà, il va y avoir on a une adjointe qui s'appelle Isabelle Coville, qui elle est en charge d'accompagner les entreprises dans les aides qui accompagnent toute l'isolation thermique et phonique et écologique. Ça permet aux entreprises de faire des investissements en temps voulu et de pouvoir mieux vendre ou louer leur surface commerciale et de bureau. Ça, c'est important de le faire et de les accompagner dans les démarches, y compris pour les aider à obtenir des subventions, parce qu'un territoire qui est au top en matière de HQE, c'est plus facile à vendre et c'est plus facile à avoir des surfaces
qui ne soit pas vide. Il n'y a rien de pire que d'avoir dans une rue des commerces avec bail à céder et puis des affiches avec marqué locaux commerciaux à vendre ou à louer 1000 m², 2000 m². Ouais. Là, ça donnerait une image d'une ville. Sur la Défense, il y a beaucoup de ça. Hein. Sur la Défense, c'est le cas. On a le cas aussi sur d'autres villes du 92 et de Seine-Saint-Denis, où effectivement, il y a des plateaux entiers qui sont verts et qui... Voilà, l'offre s'est beaucoup développée dans les dernières années parce qu'on manquait effectivement de bureaux. Mais ce qui est compliqué, c'est aussi le fait de passer du statut de bureau par exemple, à l'hébergement. C'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple. Non, changer l'usage n'est pas simple. Oui, parce qu'on a des règles notamment qui sont imposées par l'État et par le préfet sur la partie, quand on a une ville comme le Valois, on a 21% de logements sociaux. On n'est pas donc au niveau des 25% de logements sociaux tels que la loi SRU l'a modifié il y a très peu de temps, sous le mandat de François Hollande. Et quand on est dans ce genre de situation, c'est compliqué parce que déjà on ne peut pas créer ex nihilo 1400 logements. Oui, donc aujourd'hui, en fait, il manque un truc. Il manque la possibilité de pouvoir changer l'usage rapidement. Voilà. Et ça, il y a des villes qui n'ont pas la possibilité. Et pourtant... On ne reviendra pas en arrière. Enfin, je veux dire, il y a des entreprises qui ont des avenants, télétravail, 2 jours, 3 jours. Donc toutes ces superficies aujourd'hui, c'est peut-être un peu ridicule de les laisser vides. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas cette réflexion un peu plus poussée au niveau du gouvernement et au niveau des acteurs qui sont sur ce domaine-là. D'accompagner les entreprises, ou en tout cas les bailleurs, qui voudraient transformer ces locaux-là. Après, il y a une question aussi qui est plus économique de transformation, en fait, inflation ou déflation immobilière. Donc ça joue, un bureau vaut pas le même prix. Bien sûr, c'est pas toujours possible quand on a des plateaux, on n'a pas forcément, effectivement, c'est pas les mêmes configurations, mais parfois ça s'y prête. Et c'est dommage de passer à côté. C'est dommage de passer à côté de ce genre d'opportunité. Certains parlent également, dans ce futur of work qui englobe beaucoup de choses aujourd'hui, certains parlent également de télémigration, comme on a connu il y a une vingtaine d'années finalement les délocalisations, on va dire, industrielles. Et aujourd'hui, on serait peut-être à l'aube de connaître en fait des délocalisations en fait de bureaux, c'est-à-dire demain, pourquoi pas faire appel à des gens en Inde qui feraient des tâches subalternes de bureau. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui existe selon vous? C'est déjà le cas dans beaucoup de domaines. Sur la comptabilité, par exemple, on sait très bien qu'il y a beaucoup de structures qui, effectivement, pas loin de l'Inde, font ce genre de travail. Même des jobs de bureau, donc. Pas pour les collectivités locales, je vous rassure, c'est un travail, surtout la comptabilité, très encadré. Mais effectivement, dans les entreprises, y compris sur la partie communicationnelle, surtout le volet de la com, c'est très facile d'avoir recours, sans même aller jusqu'en Inde, d'avoir Certaines mairies pourraient avoir cette tentation. Au moins sur leur partie communication, on pourrait tout à fait imaginer que des services de communication soient externalisés. Après la communication... On l'imagine avec un cadrage fort et bien établi. Avec toute la partie, effectivement, tout ce qui est gestion des réseaux sociaux, tout ce qui est gestion de la partie purement volée sur Internet, du digital, ça peut s'envisager. Après, c'est un poste très politique. La communication, dans une collectivité locale, une mairie, un conseil départemental, un conseil régional, la communication est quand même un outil extrêmement politique. C'est-à-dire RP, lobby, etc. RP, lobby, valorisation du travail, de l'action de l'exécutif et de la majorité. Donc c'est quand même compliqué d'externaliser complètement ce genre de support. On peut, à la marge, le faire. Donc des mini-tâches. Des mini-tâches, exactement. Okay. Il nous reste encore un peu de temps, David Xavier. Est-ce qu'on peut parler un peu de vous et donc en termes RH, puisqu'on est là pour parler RH, comment on devient élu? C'est quoi un parcours? Est-ce qu'il y a un parcours déjà typique? Il n'y a pas de parcours, je pense que c'est plein de parcours très, très différents. Moi, je me suis engagé politiquement en tant que militant dans un parti politique, puis ensuite j'ai fait mes preuves localement. J'ai effectivement commencé à travailler au tout début avec Jean-François Copé à la mairie de Meaux, puis ensuite j'ai atterri dans le département des Hauts-de-Seine. J'ai travaillé avec Roger Carucci, puis avec Valérie Pécresse. Et sur un plan politique, je me suis engagé auprès de Patrick et Isabelle Balkany. À l'époque, ça se passait très bien. J'avais en charge l'événementiel et la communication, et c'est un domaine qui m'a plu. Ils m'ont fait confiance sur ces créneaux-là.
Et pendant 12 ans, j'ai été à leur côté sur ce volet-là. C'est pas trop difficile d'être un élu, d'être soumis à un vote? Alors, d'être soumis à un vote, non, parce que c'est quand même, on le sait dès le début, on sait à quoi on s'engage. Ce qui est plus difficile, c'est... Vous aviez envie de faire ça petit? Ouais, mais c'est une vraie passion. C'était une vraie passion. J'avais envie de m'investir, mais de m'investir pour changer le quotidien. C'est pas pour m'investir, c'est pas juste pour avoir les chartes tricolores. Aujourd'hui, vous avez ce sentiment de pouvoir changer les choses? Quand on est élu local, et surtout dans une mairie, oui. Parce qu'on est en contact avec... Peut-être plus qu'un national, on en parlait en antenne tout à l'heure. Moi, au national, c'est vrai que ça me fait pas rêver. Je soutiendrai notre... On a moins d'impact, un impact macro finalement, qui règle des problèmes. Oui, on n'a pas l'impression de régler les problèmes du quotidien de ceux qui nous interpellent sur le marché ou dans la rue. C'est un retour sur l'investissement en réalité. Oui, il y a une forme de gratification quelque part. Quand quelqu'un vient vous voir en vous disant j'ai un problème avec une place en crèche, j'ai un problème avec mon logement, j'ai un problème avec ma terrasse de café, on peut apporter une réponse très vite. J'ai un problème d'inscription au conservatoire, j'ai un problème d'inscription au sport pour mon enfant, on peut le régler très rapidement et apporter une réponse. Et c'est vrai que d'avoir le sourire d'une personne face à vous au téléphone, c'est très gratifiant. C'est moins, moi, à titre perso, ça m'excite moins d'aller sur des postes sur le national, parce qu'effectivement, vous êtes un peu loin des attentes de vos administrés, même si le travail parlementaire est respectable, bien évidemment. Mais c'est pas, chacun a sa forme d'appétence. C'est moins la mienne, et moi, je préfère vraiment le concret. Au plus proche du terrain. Exactement. Ok. On va rester sur ça, parce que c'est vrai qu'au plus proche du terrain, c'est très patati et patata. Merci en tout cas, David Xavier, pour votre intervention. Merci à vous. À bientôt. Et donc on vous retrouve à Levallois un peu partout, au Palais des Sports, autour des marchés, autour des crèches. Voilà. Et en mairie. Merci beaucoup en tout cas. Merci David Xavier. Merci. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata.